Vous écoutez Bubble. La marche, le langage, la diversification. Laissez-moi deviner, ce que l'on appelle les stades d'éveil de l'enfant n'ont plus de secret pour vous, depuis que ce petit être charmant est entré dans votre vie. Mais qu'en est-il des stades d'éveil du parent ? Car on ne naît pas parent, on le devient en accompagnant pas à pas nos petits. Nous découvrons alors en nous des richesses parfois insoupçonnées, patience, humour, enthousiasme, mais aussi des faiblesses ou des émotions contradictoires, des craintes à fleur de peau et la peur de mal faire, bien des choses à dompter pour avancer. Ce podcast vous invite à identifier ces grandes étapes de vie qui font de vous des parents et à comprendre que vous n'êtes pas les seuls ni les premiers à les vivre, que l'expérience des autres peut vous aider et qu'il est primordial de choisir votre chemin de parentalité, celui qui, en conscience, vous permettra de vous épanouir et de renforcer votre infini potentiel de parent. Je suis Kim, vous écoutez L'écho des berceaux, un podcast du magazine Bubble soutenu par Oxybul Éveil et Jeu, la marque qui accompagne les talents de chaque enfant et ceux de leurs parents. Dans cet épisode, nous parlons du sommeil. Ah, le sommeil. Et on retrouve tout de suite Aurélie Calais, coach parentale et psychologue clinicienne, créatrice de Kids et Family et auteure, avec Clémence Prompsy, du livre « Je ne veux pas » et du livre « Je ne dors pas » paru aux éditions de Book Supérieur. Bonjour Aurélie. Bonjour. Est-ce que vous avez bien dormi ? Eh bien, je dors peu, mais je dors bien. Tant mieux. Alors on ne baille pas et on commence tout de suite. On parle dans cet épisode de vos nuits. Est-ce que vos nuits sont blanches ? Sont-elles agitées ? Sont-elles riches d'échanges avec votre bébé ? Ou avez-vous la chance de dormir à point fermé ? Aurélie Calais, dites-nous la vérité. Il faut qu'on sache. Est-ce que ça existe, les jeunes parents qui dorment bien ? Alors oui, il y a des jeunes parents qui dorment bien et d'autres qui sont même plus tellement des jeunes parents et qui dorment toujours pas très bien. On dit souvent aux jeunes parents « tu verras, tu ne dormiras plus jamais comme avant ». Alors, c'est vrai, il y a une part de vrai dans cette affirmation, Aurélie, parce qu'on découvre un autre sommeil quand on est parent. On découvre par exemple que le moindre petit gazouillis, même à l'autre bout de la maison, peut nous réveiller. Qu'est-ce qui transforme comme ça le sommeil des parents ? Est-ce que finalement ça serait pas le poids de la responsabilité ? Oui, bien sûr, quand on devient parent, on se sent la responsabilité d'un autre être humain et en fait, on se met dans une espèce d'hypervigilance où effectivement, on ne dort plus jamais sur ses deux oreilles. Et si on y arrive, c'est quand en fait dans le couple, il y a un des deux parents, et ça c'est un vrai bon conseil à donner, de dire cette nuit c'est moi qui m'en occupe. Comme ça l'autre peut dormir sur ses deux oreilles, en sachant que ce n'est pas sa responsabilité pour ce soir-là. Bon, parfois il y a un des deux parents qui a une oreille un peu sélective et qui n'entend jamais les enfants la nuit. Ça c'est un mystère physiologique, on ne sait pas, je ne dirais pas quel, mais... Vous insinuez qu'il y a un petit peu de mauvaise foi peut-être ? Non, j'ai l'impression que, alors très souvent quand même c'est les mamans qui entendent plus, donc ou elles l'entendent beaucoup plus rapidement et donc elles y vont plus vite, ce qui fait que le conjoint n'a pas eu le temps ni d'entendre ni de se lever. Mais c'est vrai que nous on entend beaucoup en rendez-vous, même sur le ton de l'humour, c'est étonnant, il a une oreille sélective, il ne les entend jamais et moi toujours. Il y a peut-être aussi une question hormonale, parce que notamment pour les mamans qui allaitent au sein, on remarque souvent quand on allaite qu'on se réveille quelques secondes avant le bébé qui lui aussi se réveille et veut téter. Et c'est quelque chose d'un petit peu magique, comme une connexion. Oui, c'est vrai, parfois il y a une espèce de connexion, une espèce de télépathie entre une maman qui allaite et son bébé, où en fait dès que l'enfant commence un petit peu à gigoter, l'instinct de maman commence à se réveiller pour être prête à nourrir son petit, quoi. Alors, venons-en, Aurélie, à cette grande étape qui est attendue par les parents, cette première nuit de leur enfant. On peut peut-être commencer par rappeler que une nuit complète pour un bébé, c'est pas forcément une nuit de 12 heures. Non, déjà, je pense que des jeunes parents qui ont un nouveau-né qui prenait 1 à 2, voire 3 bibes ou tétés la nuit, quand on leur dit si jamais vous pouvez dormir de minuit à 6 heures, c'est déjà l'embellie pour ces parents-là.
Alors concrètement, on dit quoi Aurélie? Combien d'heures de sommeil par nuit? Combien de jours d'affilée de nuit complète pour se dire ok c'est bon, bébé fait ses nuits? Alors on considère que si jamais c'est ok pendant plus de 5-6 jours, a priori on voit le bout du tunnel. C'est vrai qu'en général on considère que faire une nuit c'est entre 6 et 7 heures, ce qui d'ailleurs va plutôt bien sur le rythme des parents. En général on se couche vers 22-23 heures. Donc si jamais le bébé fait 23 heures qu'on peut le nourrir à ce moment-là et après c'est 6-7 heures du matin, déjà on se sent mieux en tant que parent. Elle génère pas mal de frustration, la perspective de cette première nuit. À titre d'exemple, je vous raconte un peu ma vie. À la naissance de mon premier enfant, j'avais lu dans le livre d'un pédiatre, que je ne citerai pas, que la première nuit de mon bébé aurait forcément lieu à l'issue de ces 3 premiers mois, après quoi il faudrait considérer qu'il avait des troubles du sommeil. Vous imaginez bien à quel point j'attendais ces 3 mois et quelle ne fut pas ma désillusion quand, à 3 mois et un jour, j'ai constaté que mon fils ne dormait toujours pas la nuit. Un véritable choc, parce que j'avais fondé énormément d'espoir sur cette échéance des 3 mois. C'est sans doute la première fois que j'ai réalisé que je n'avais pas donné naissance à un programme informatique, mais bel et bien à un être humain. Et je crois finalement que ça a été ma première expérience de lâcher prise parentale. Aurélie, est-ce que c'est une expérience qui est partagée par les autres parents? Oui, globalement, de toutes les façons, à partir du moment où on devient parent, on réalise qu'en fait, on peut avoir plein d'idées reçues, envie de faire les choses de telle ou telle manière, et puis finalement, on s'adapte. Chaque enfant est différent, chaque parent évolue en fonction des enfants qu'il a, donc ça c'est très important. Et surtout, ce dont vous parliez du lâcher prise avec les enfants, en fait, si on veut maîtriser les choses, c'est très compliqué et ça commence dès la conception. C'est un garçon, c'est une fille, c'est des jumeaux, voilà, on ne sait pas, on ne maîtrise rien. Moi je trouve que un petit peu dès la naissance, finalement, ce rapport au sommeil, il est un petit peu biaisé parce que il y a énormément de parents, même quand les bébés se réveillent encore plusieurs fois par nuit, il y a des parents quand ils n'entendent par exemple si le bébé prend des bibes toutes les 3 heures, et ben c'est des parents quand ça fait 3h30, ils vont aller vérifier que tout va bien. Vous voyez, il y a une espèce d'inquiétude au tout début quand le bébé dort trop longtemps, en fait parce que tout le monde est un petit peu stressé avec la mort subite du nourrisson. Et donc, il y a quand même cette angoisse-là aussi, quand un bébé dort plus longtemps que d'habitude, ça provoque, évidemment, on est content, mais souvent, quand on est jeune parent, ça fait aussi on est inquiet, quoi. Oui, donc en fait, on n'y échappe pas, que bébé dorme ou qu'il ne dorme pas, ça suscite des inquiétudes. Est-ce que c'est pas parce que le sommeil, c'est effectivement ce grand domaine qui nous échappe? C'est-à-dire que sur d'autres questions, l'alimentation par exemple, on peut choisir quand diversifier, on peut choisir quoi donner en premier à son bébé, carottes ou patates douces. Enfin, en tout cas, on a la possibilité de choisir. Dans une certaine mesure, on a aussi le choix du mode de garde. C'est pas forcément évident, mais bon, en tout cas, on a son mot à dire. Sur le sommeil, on n'y peut rien. Oui, voilà, le sommeil, c'est-à-dire que c'est vraiment un domaine qui échappe aux parents. Et puis surtout, moi je trouve que les jeunes parents sont un petit peu au milieu de beaucoup d'injonctions, de personnes différentes, de bons conseils, du copain qui va vous dire que vous donnez des mauvaises habitudes. Moi j'entends trop souvent des parents à qui on dit, alors qu'ils ont un nouveau-né, vous donnez des mauvaises habitudes, ou la belle-mère, ou le beau-père. Enfin voilà, vous allez toujours avoir beaucoup de conseils qui vont bien évidemment se contredire, parce que sinon ce serait trop simple. Et donc je trouve que par rapport au sommeil, mais globalement pour tout ce qui concerne la parentalité, faites vraiment confiance à votre instinct de parent. C'est celui-là qui est le bon. Si vous sentez que votre bébé a besoin d'être endormi de telle ou telle manière, que ça vous fait du bien, même si on vous dit que ça ne se fait pas, il n'y a pas de mauvaises habitudes chez un nouveau-né, donc on s'en fiche complètement, faites ce qui vous fait plaisir. Si on part du principe que le congé maternité dure en gros 2 mois et demi, alors pour le congé parental c'est différent, mais finalement on n'a pas beaucoup de temps avec son bébé, on n'en a pas 10 dans sa vie, donc je trouve que voilà, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait plaisir, que ça fait plaisir à votre bébé de l'endormir dans vos bras, de voir les petits yeux devenir tout blancs et qui s'assoupissent dans vos bras, et que ça c'est votre immense plaisir, je vois pas pourquoi on vous demanderait de vous en priver, ou de l'endormir au sein, ou de faire du cododo. Il n'y a aucune habitude qu'on ne puisse pas défaire.
Alors pour autant, on connaît tous des parents qui galèrent vraiment, hein, qui ont des enfants qui ne s'endorment pas s'ils ne sont pas poussés en poussette ou bercés par le rythme d'une voiture. Par exemple, on connaît des gens qui sont obligés de mettre leur bébé dans la voiture, d'aller faire un tour et là, plouf, ils s'endorment. À partir de quand on considère que ça devient problématique, que ça devient très gênant pour la vie de la famille et qu'il faut s'en occuper? Avec un professionnel, je veux dire. C'est extrêmement variable selon les gens. Nous, on a beaucoup de consultations sommeil et parfois, il y a des parents qui vont venir consulter avec un bébé âgé de 3 mois, de 6 mois et parfois, on a des parents qui viennent avec un enfant de 4 ans et qui nous disent il ne s'est jamais endormi tout seul, il se réveille encore 3 fois la nuit et ça fait 4 ans que en fait, les parents ne dorment pas. On n'a pas du tout, selon les êtres humains, on n'a pas du tout le même seuil de tolérance par rapport à la privation de sommeil. Donc ça, c'est vraiment très variable selon les gens. Moi, je pense qu'il faut s'en occuper quand vous commencez en fait à être épuisé, parce que voilà, la parentalité, ça veut pas dire aller bien au-delà de ses limites et d'être complètement épuisé, quoi. Donc quand le parent estime que c'est le bon moment, qu'il a atteint un seuil de détermination à 10 sur 10, de se dire ok, là maintenant, en fait, ça fait trop longtemps que ça dure, je suis épuisée. Ce qui était un plaisir au début ne l'est plus. Aujourd'hui, en fait, ça devient une contrainte de rester dans sa chambre pendant 1 heure tous les soirs, ou ce que vous disiez, de faire les tours de poussette. Voilà, quand ça devient compliqué pour vous, que ça n'est plus source de plaisir, et que ça peut devenir contre-productif parce que vous ne pouvez pas confier votre bébé. En fait, si vous ne faites pas comme ça, et si ce n'est pas vous, il n'arrive pas à être gardé par quelqu'un d'autre que vous, là, ça devient problématique parce que ça vous empêche de faire des choses ou si vous devez travailler. Enfin, voilà. Donc finalement, il faut atteindre sa limite de parent pour que ça fonctionne. J'imagine, Aurélie, que la première chose à regarder quand on parle d'un enfant qui ne dort pas, c'est peut-être des causes parallèles. Enfin, en tout cas, il y a peut-être des pathologies qui empêchent l'enfant de dormir. Je pense au reflux gastrique. À ce moment-là, il faut peut-être pas trop attendre non plus pour en parler à son pédiatre. Ouais, exactement. C'est-à-dire que les plus gros freins au sommeil concernent tout ce qui va autour des douleurs. Ce n'est pas normal d'avoir un nouveau-né que vous ne pouvez pas poser sans qu'il pleure toute la journée. Ça n'est pas normal. Donc il y a des pédiatres ou des amis qui vont vous dire mais un bébé ça pleure, c'est normal. Oui, ça pleure, mais ça n'est pas censé avoir l'air d'être toujours dans un inconfort et qui pleure toute la journée. Et ça c'est un vrai frein au sommeil, la douleur. Nous, même pour nos consultations sommeil, on écarte toutes les causes médicales auprès des parents, que ça a été checké auprès d'un médecin, parce que on ne peut pas aider une famille à améliorer le sommeil de leur enfant sur un enfant qui a mal. C'est impossible. Les plus gros freins, ça va être effectivement ce dont vous parliez, le RGO, le reflux. Ça va être ce qu'on appelle l'IPLV, l'intolérance aux protéines de lait de vache, et il y en a de plus en plus. Et le syndrome de Kiss, où ça vous avez toutes les infos sur leur site syndrome de kisskinder.fr, où il y a un auto-questionnaire. En fait, c'est un nerf cervical qui est coincé dû à un accouchement trop rapide ou trop brutal. Et ça, c'est une manipulation d'ostéo à 4 mains. Et en fait, il débloque ce nerf cervical et le bébé dort en général après une manipulation. Donc voilà, ça, c'est quand même les 3 plus grosses douleurs freins au sommeil qu'on rencontre et que nous, il faut absolument qu'on puisse l'écarter avant de pouvoir aider les gens. Aurélie, la question du sommeil est très liée à la question des pleurs, à cette interrogation récurrente des parents. Est-ce que je dois laisser pleurer ? Encore une fois, c'est une occasion de s'écouter soi-même, de s'interroger sur ce qui est de l'ordre du on m'a dit de faire comme ça et du je ressens que en moi-même je dois faire autrement, je dois faire comme ça. C'est une occasion de se poser la question de quel parent on veut être, comment on veut entrer en relation avec son enfant. Oui, c'est-à-dire que par rapport aux pleurs, et c'est pareil que par rapport à la privation de sommeil, il y a des parents qui vont vous dire « je ne peux pas supporter l'entendre pleurer plus de 2 secondes » et qui accourent parce que pour eux, dans leur cœur de parents, c'est totalement insupportable. Et d'autres qui vont vous dire moi je tente de le laisser pleurer 5 minutes et pour eux ça n'est pas du tout long. Donc on n'a pas du tout tous la même tolérance aux pleurs. Nous, c'est vrai que dans nos accompagnements, on ne fait pas pleurer les bébés parce qu'on peut y arriver sans les faire pleurer. Après, je pense que l'habitude que prennent un petit peu les jeunes parents, c'est d'avoir du mal à trouver le bon dosage finalement entre ne pas y aller trop vite
c'est-à-dire lui laisser la chance de se rendormir en autonomie et de ne pas non plus y aller trop tard où là, le bébé est fâché et c'est beaucoup plus long de le rendormir. Après, je trouve que pour les... Je sais pas si vous connaissez Kim, mais il y a un truc qui est absolument fantastique et vraiment ça donnerait envie de refaire des bébés quand on a dit qu'on n'en ferait plus. C'est le Dunstan Baby Language, le DBL. Vous connaissez ou pas ? Non, dites-nous. Mais c'est magique. Franchement, je ne peux que le conseiller à tous les jeunes parents. En fait, c'est une maman, enfin c'est une musicienne qui a eu un bébé qui a l'oreille absolue, qui est une Australienne et en fait qui s'est rendue compte que quand son bébé pleurait, elle a réussi à identifier les sons. Et elle s'est dit, mais en fait, quand il fait ce son-là, il a toujours faim. Quand il fait... En fait, voilà, elle a appris avec son bébé. Et donc, elle a développé, enfin, elle a noté tous les sons qu'elle avait finalement compris. Donc, les principaux, j'ai faim, j'ai mal, j'ai soif, j'ai peur, j'ai un rot coincé. Et vous trouvez... Alors, elle a un site où elle vend un DVD qui est payant, mais sur Internet, vous trouvez plein de vidéos en tapant DBL et qui vont vous dire, voilà, le pleur de la faim, c'est celui-là. Une fois que vous en avez entendu une quinzaine, je vous assure que vous comprenez ce que dit votre bébé. Il vous parle. C'est totalement magique. C'est vraiment intéressant parce que moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué en expérimentant la parentalité. C'est qu'en fait, il faut quand même pas mal de temps pour apprendre à connaître cet enfant. C'est-à-dire que ça peut prendre 3 mois de se dire ok, bah, là, je comprends ce qu'il me dit. Là, je sais ce que... c'est assez long et ça, on peut culpabiliser un peu parce qu'on se dit comment ça se fait que je comprends pas ce qu'il veut, je sais pas, je suis censée être sa mère, son père, tout comprendre. Et en fait, non, Aurélie, il faut, comme quand on découvre n'importe quel autre être humain, il faut un peu de temps pour apprendre à connaître. Mais au début, on comprend rien, on essaye tout. Il pleure, on dit ok, ça doit être la couche. Ah non, il pleure encore, c'était pas ça. Je lui donne un bib, ah non, c'était pas ça. Bon, je vais le coucher, ah bah non. Et en fait, on essaye plein de trucs en 10 minutes parce qu'au début, pour de vrai, on comprend rien à ce moi, je me souviens de ce moment, ça devait être les 3 mois de mon premier enfant où j'ai dit « Ah, ça y est, je le connais, je le comprends. » C'était magique. Mais ce truc ce langage, enfin ce Dunstan Baby Language, je vous assure, faites-le sur les fondamentaux, faim, j'ai sommeil, parce que, alors évidemment, ça marche pour les premiers pleurs. Si jamais vous laissez pleurer le bébé, qu'il pleure depuis quelques minutes, en fait, on n'entend plus. Mais les premiers pleurs au début, pour de vrai, tout va vous paraître totalement limpide. Alors, il existe plein d'astuces pour essayer de se faciliter les nuits avec bébé, mettre en place des routines, etc. On va pas vous les détailler ici parce que c'est des choses que vous pourrez retrouver facilement sur Internet, notamment sur le site bubblemac.fr, dans des livres comme celui d'Aurélie, Je ne veux pas dormir. On a aussi côté Bubble un mini-mag sur le sommeil, donc ça peut vous intéresser. Je vous invite à aller le chercher sur notre site. En revanche, vous l'avez compris, ce podcast s'intéresse plutôt à la façon dont vous, parents, vous passez cette phase particulière des premières nuits avec votre bébé. Alors il y a encore un souci lié à ce sommeil et c'est sans doute celui de la comparaison parce qu'on a tous entendu ces parents qui nous disent « Ah non, moi je vois pas de quoi tu parles, tu galères, non, moi mon bébé faisait ses nuits dès la sortie de la maternité, il n'y a rien de plus énervant, mais enfin ça existe manifestement et finalement on se rend compte que on commence à se comparer, c'est le moment où on commence à se comparer, ah bon, ton bébé fait ses nuits et pas le mien et à quel âge et est-ce qu'il boit assez, est-ce qu'il boit pas assez, est-ce qu'il prend du poids et en fait voilà, là commence la comparaison. Et Aurélie, je crois qu'il faut le rappeler, quand on est parent, comparaison n'est pas raison. Bah oui, parce qu'en plus, quand on dort pas et que on n'entend que des copains, des parents qui vous disent « Non mais attends, moi je comprends pas ». Effectivement, ce que vous disiez, et c'est vrai que ça existe des bébés qui dorment 7 heures d'affilée en sortie de maternité. Oui, ça existe. En fait, il y a de tout. Donc après, vraiment ne pas se comparer parce que de toute façon, ça va au pire vous dire que vous y arrivez pas ou que votre enfant peut-être a un problème ou enfin voilà, ça ne sert à rien de se comparer. Faites comme vous pouvez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que par rapport à faire comme on peut, il y a beaucoup de parents qui finalement, parce qu'ils commencent à être fatigués et épuisés, savent qu'ils peut-être ils devraient faire autrement, mais que ça fonctionne. Typiquement, la poussette, faire un tour de voiture, l'endormir dans les bras. Ça, je sais que ça marche en 2 minutes, je suis épuisée, ou si je le mets dans mon lit, il se rendort tout de suite, donc j'arrête de réfléchir. Et là encore, on n'est pas obligé de se mettre immédiatement à culpabiliser. On peut aussi décider qu'on va se simplifier la vie.
Oui, moi je trouve qu'il faut simplifier la vie. C'est vrai que par contre, la privation de sommeil peut vraiment mettre à mal la famille, le couple. Enfin, moi qui suis une grosse dormeuse, voilà, je pense que j'aurais eu énormément de mal à gérer des enfants qui n'avaient pas fait leur nuit jusqu'à 8, même 9 mois. Mon aîné a fait ses nuits à 5 semaines, le deuxième à 5 mois, et j'ai eu l'impression que ça durait mais 1000 ans, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça dur. 5 mois, j'ai trouvé ça super dur. Alors justement, restons un petit peu sur le couple. On peut se le dire, hein, Aurélie, le manque de sommeil génère pas mal de tensions chez les nouveaux parents. C'est clairement un très bon moment pour s'engueuler, cette période où on ne dort pas encore. On l'a déjà dit dans ce podcast, il faut tout un village pour élever un enfant. Est-ce qu'on peut, sans problème, laisser son bébé à un tierce, un grand-parent, un professionnel? Est-ce que un bébé tout petit, comme ça, ne sera pas perturbé si on décide de se reposer une nuit et de le confier à quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr, maintenant il y a même des services d'infirmières puéricultrices qui peuvent venir dormir chez vous. Voilà, ça peut être un vrai super cadeau de naissance à faire à un couple de parents qui est complètement épuisé. La difficulté, c'est que moi je trouve qu'il y a pas mal de parents qui sont finalement pas beaucoup aidés, qui n'ont pas beaucoup de famille à côté pour pouvoir un petit peu les soulager. Mais si on peut, évidemment, c'est une excellente idée, et de le faire. Après, ce qui est important, c'est que si jamais, par exemple, vous le confiez à quelqu'un, ou même si c'est quelqu'un qui vient dormir chez vous, comme ça, on change pas le bébé d'environnement, et puis vous allez vous faire un week-end quelque part pour vous reposer. C'est extrêmement important de prévenir votre bébé que, voilà, vous allez 2 jours avec papa, que vous revenez dans 2 jours, qui sera gardé par telle personne. Voilà, si c'est quelqu'un qui connaît, évidemment, c'est mieux. En gros, finalement, avant l'âge de 8 mois, et encore plus pour un nouveau-né, c'est vraiment pas du tout gênant. Quand on est autour du 8e mois de l'angoisse de séparation, c'est pas trop la période où il faut se dire qu'on part une semaine en amoureux pour se reposer. Quand on se dit comme ça qu'il faut parler à son enfant, est-ce que ça marche aussi en amont? Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre son tout petit bébé entre 4 yeux et de lui dire là, écoute, c'est plus possible, là, il faut que tu me laisses dormir, il faut que tu dormes toi-même pour que je puisse me reposer. Est-ce que vous voyez, vous, une différence quand on parle comme ça à son bébé? On peut lui parler, alors après, plutôt de lui dire, là, ça devient difficile pour moi, en fait, aide-moi à être une bonne maman, je t'aime très fort, mais on se retrouve demain matin. En gros, ce petit rendez-vous la nuit, ça me ferait du bien si on pouvait s'en passer et se retrouver, parce qu'en fait, je suis fatiguée, j'ai besoin que tu m'aides. Évidemment, faut parler au bébé. Je trouve que là où c'est le plus parlant et le plus visible, c'est par exemple pour les mamans qui allaitent la nuit, et on n'est plus sur des tétées nutritives, on est vraiment sur le sein tétine, quoi. Donc en fait, c'est juste que l'enfant s'endort tous les soirs au sein, et donc à chaque micro-réveil, il veut se rendormir au sein, mais ça n'a plus une fonction nutritive. Et je trouve que ces mamans-là, quand elles parlent à leur bébé en leur disant, en gros, je t'aime très fort, mais maintenant le restaurant de maman sera fermé de 23h à 6h du matin. Si tu pleures, je viendrai toujours te voir, mais la tétée, c'est terminé. Tu es prêt, je suis prête, on va y arriver tous les deux, mais il n'y aura plus de tétée la nuit. Il faut évidemment le prévenir qu'on va changer ses habitudes et que ça va bien se passer. Cette question du sommeil, elle pose aussi une des toutes premières questions dans la fratrie, parce que quand le bébé arrive et qu'il a déjà des grands frères ou des grandes sœurs, on leur a expliqué aux grands que le bébé va prendre de la place, qu'il va avoir des besoins particuliers. Mais comment expliquer que ce bébé pleure la nuit, peut les réveiller? Comment on gère cette relation du sommeil dans la fratrie? Alors c'est pour ça que en général, si jamais vous devez mettre le bébé dans la chambre des plus grands ou du plus grand, ce qui est extrême, parce que parfois en fait beaucoup de parents gardent un bébé dans leur chambre plus longtemps que ce qu'ils n'aimeraient, de peur que ça réveille le grand frère ou la grande sœur. Ce qui est extrêmement important à dire à l'aîné qui va être dans la chambre de bébé, c'est de lui dire « Nous viendrons toujours nous en occuper et ce ne sera jamais à toi de nous prévenir ». Vous voyez cette notion de toujours et jamais. De responsabilité. En gros, ce n'est pas ta responsabilité, on viendra toujours s'en occuper. Toi, tu dors sur tes 2 oreilles, ce ne sera jamais ta responsabilité de venir nous chercher, on l'entendra toujours.
pour que justement cet aîné ne se mette pas en position d'hypervigilance de « c'est à moi de les prévenir ». Tout ça est très clair et je vous remercie Aurélie d'avoir été à nouveau avec nous pour cet épisode de l'écho des berceaux. Quant à vous jeunes parents, avant de filer, vous reposer, si bébé fait la sieste, il faut en profiter, on fait un petit récap de ce que l'on a appris aujourd'hui. Dans cet épisode, on a appris que le sommeil est un sujet éminemment important pour les parents. Il révèle des inégalités flagrantes et frustrantes, mais il donne l'occasion de comprendre que son enfant est un individu unique et qu'il faut composer avec cet être-là et pas un autre. Qu'il n'y a pas de normes ni de service après-vente, que l'on a le droit de craquer, surtout quand on est fatigué, que parfois un petit conseil de famille s'impose pour une meilleure répartition des tâches, que l'on peut déjà exprimer ses limites à son enfant, et que ça fait du bien. Et aussi que cette étape permet de s'interroger sur notre façon d'être parent et la relation que l'on met en place avec notre bébé. De tout cela et de bien d'autres choses, nous aurons l'occasion de reparler dans un prochain épisode de l'écho des berceaux. À très bientôt!